Je ne sais pas si je vais parler pourquoi, parce que j'ai eu, durant ce merveilleux week-end, 2 traumatismes. Le premier, c'est avec la Ligue de l'impro. Je me suis dit, mais tout ce que j'ai écrit, à mon avis, je n'oserais jamais le dire. Le deuxième, c'est que j'ai appris qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Je suis en train de mettre mon sac là. Pas de hiérarchie au CAL. Et moi, j'étais présidente. Donc je ne sais pas très bien si je suis encore présidente. Mais de toute façon, je vous suggère de m'appeler camarade citoyenne. Voilà. Maintenant, je suis déjà beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise, effectivement, pour conclure ces 2 merveilleuses journées. Et je voudrais dire à quel point ça a été, et c'est, et ce sera, je crois, un moment important dans le mouvement laïque. Un moment important pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous sommes au milieu d'un trouble quasi à l'échelle planétaire, qui a des menaces partout, qui a le chaos, qui a une espèce de sidération par rapport à tout ce qui nous tombe sur la tête, et que dans ces moments-là, il est tout de même encore possible d'avoir des week-ends comme celui-ci, où on refait le monde, où on prend le temps de discuter, où on est fraternel, etc. Et c'est une leçon, parce que dans les pires enfers, et même pendant les guerres, il y a eu ces espèces de parenthèses où on préparait le monde de demain. Et donc, pour moi, ça, c'est excessivement important. Et je vous dis à tous merci, parce que ça s'est fait sans concertation, simplement parce que je pense que nous partageons, que nous soyons membres du mouvement laïque ou que nous soyons simplement des hommes et des femmes de bonne volonté, nous partageons certainement les mêmes valeurs et la même foi dans l'humanité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour lequel je trouve que ça a été magique, c'est que la méthode que nous avons adoptée pour cette convention était le contraire de ce qui était l'habitude du CAL. Je voudrais dire qu'on a changé de logiciel. En effet, Benoît vous l'a dit, je ne vais pas répéter ce qu'il vous l'a dit, mais on a passé 1 an à essayer de consulter non pas nos troupes, mais le mouvement, la base du mouvement, ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui voyaient les catastrophes sociales, ceux qui savaient écouter les malades, les détenus, etc. Et pour leur dire, mais maintenant, même si les principes de la laïcité ne changent pas, vers quoi, comment va-t-on décliner la laïcité pour qu'elle fasse sens, pour qu'elle soit concrète, située, pour qu'elle parle à chacun d'entre nous? Et ça, il n'y a que la base du mouvement qui pouvait le dire. Ils ont été tous consultés. Il y a eu des questionnaires qui ont circulé. Quel thème est-ce que vous retenez? On avait une montagne de thèmes. Ils sont devenus 28 thèmes. Et puis 7 thèmes sur lesquels on travaillait chacune des régionales, chacune un. Et puis aujourd'hui, on repart avec 3 propositions et 3 propositions de thèmes. Et ces propositions de thèmes, c'est rien que de dire qu'elles me vont tout à fait. Je pense qu'elles sont absolument indispensables, vitales pour la démocratie. Et puis, on sait qu'on continuera le reste, qu'on ne va rien changer à nos chevaux de bataille habituels. Mais on a 3 thèmes, on a des propositions immédiates de militance et on a un mouvement qui est en marche. Mais que rêver de mieux? Maintenant, je suis sûre qu'en tout cas, nous allons tous ensemble non seulement prendre conscience de la force que nous représentons, parce que nous sommes une force, et aussi des menaces que nous devrons contrer, non pas seuls comme mouvement laïque, mais avec tous ceux qui partageront, je le redis, nos valeurs, notre foi en l'avenir et en l'humanité, et les mêmes combats. Et là, il y en a beaucoup. Et j'en ai vu quelques-uns dans cette salle, et je remercie tous ceux qui sont venus voir ce qui se passait au CAL, mais qui ne repartiront pas les mains vides. Et je pense qu'avec tout ça, on peut voir
si pas l'avenir avec confiance, en tout cas notre capacité de construire un avenir meilleur. J'en suis absolument convaincue. Alors, maintenant, je dirais, c'est un moment clé. Il n'est pas né de rien, je vous l'ai dit, et il part vers l'avenir. Donc on se trace 3 ans, pendant 3 ans au moins, on va suivre ces thèmes, les approfondir, ne pas négliger certains autres, etc. Mais nous avons une sorte de légitimité de travailler sur des thèmes dont on me disait il y a moins d'1 an, enfin, pourquoi tu penses à ça? Ça n'a rien à voir avec la laïcité, le climat n'avait rien à voir avec la laïcité. Aujourd'hui, je vois qu'on a changé, mais ce n'est pas nous qui avons changé, c'est le mouvement, c'est la base du mouvement qui a poussé ça, et ça, c'est une bonne chose. On sait depuis longtemps qu'il y a plus dans 700 têtes que dans une, mais la démonstration est faite aujourd'hui. Alors, vous allez dire, oui, ben, tout ça, c'est blabla, blablabla, bla, bla. Mais non, pas du tout. Ça change tout. Ça change tout pour nous, pour moi, pour le mouvement, et ça va tout changer dans la militance dans la militance du mouvement, sachant bien que ces thèmes, ils ont été pensés par eux, voulus par eux, et que nous serons tous ensemble pour les défendre. Alors, maintenant, je voudrais reprendre quelques-unes des réflexions que m'apporte la visite que j'ai faite des ateliers aujourd'hui et les débats d'hier. Je dirais qu'il y a pour moi des choses hyper intéressantes au-delà du choix de thématiques qui étaient précises et de thèmes de militance qui ont été extraits cet après-midi. Au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qui a changé. Et c'est quelque chose d'autre, c'est des thématiques nouvelles, des concepts nouveaux qui apparaissent. Il y a ce que j'ai noté dans mes petits papiers en vous écoutant, une sorte de tension permanente entre le concret et l'imaginaire. Entre le concret et l'imaginaire, c'est-à-dire le concret, c'est bon, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du budget, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui doit se faire là, comment est-ce qu'on le réalise, etc., etc. Et il faut du concret. Il faut savoir où on va, il faut quantifier, il faut absolument s'ancrer les pieds dans la boue. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont apparues. Je ne citerai pas Sylvie, qui vient nous dire que la laïcité, c'est le plaisir. J'adore. Je dirais qu'il y a d'autres thèmes. Il y a eu Jean-François Daoust hier, qui disait qu'il fallait introduire la fraternité, le concept de fraternité dans le juridique. C'est tout de même nouveau. Il y a ceux qui nous parlent de sensibilité, d'émotion, de dignité, d'échange. Ça, ce sont, je ne le vois pas, un monsieur adorable qui nous parlait de la qualité de la vie, de garder le temps long, parce que ces concepts-là font référence à quelque chose, et je vous en parlerai, qui est de plus en plus courant maintenant, y compris sous la plume des philosophes, et qui est de dire, je pense à Cynthia Fleury, que j'ai déjà citée hier, mais ceci c'est une autre citation, nous avons en nous des trésors, des biens qui nous sont communs, et ce n'est pas la notion de bien commun comme le vaccin universel qui sera un bien commun de l'humanité, c'est ce que nous avons en nous qui est tellement précieux, qui fait l'humain et qu'on ne peut pas nous voler. C'était les données personnelles peut-être, mais aujourd'hui, ce sont ces notions justement de qualité de vie, d'émotion, etc., dont on sent bien que les circonstances, dont on sent bien que la publicité, dont on sent bien que certains régimes, etc., voudraient nous enlever. Et Cynthia Fleury, à cet égard, dit « c'est bien commun ». Et elle parle du silence, des soins aux morts,
de l'horizon, de l'espace, du temps, etc., de ces perceptions que nous avons, ne mutilons pas notre temps, n'en faisons pas un temps fragmenté, parce que si nous faisons ça, nous touchons à la qualité de la vie. Ces notions-là, elles interviennent de plus en plus. Et je crois qu'elles finiront par rentrer aussi dans notre conception de ce que peut être une vie digne, une vie qui vaut la peine d'être vécue et des biens qu'il faut absolument, absolument préserver. La deuxième chose que je retiens, c'est que finalement, nous avions développé 7 thèmes. Et puis, quand je vais dans l'atelier pauvreté, j'entends oui, mais la pauvreté, c'est aussi la question du climat, c'est aussi la question de l'enseignement, etc. Et finalement, ce que nous avons présenté comme des thèmes séparés sont tous interconnectés les uns avec les autres. Nous avons des aspects qui vont être transverses et qui vont revenir en permanence. Et c'est vrai qu'on dira, on va travailler sur pauvreté et cohésion sociale, mais on va voir apparaître quantité d'autres thématiques qui vont intervenir. Et donc, si on ne les a pas choisis prioritairement maintenant, les autres thèmes vont ressurgir, c'est évident. Tout ça forme un tout qu'on a séparé pour les besoins de la cause. Alors, je pense que cette idée d'un imaginaire, de l'émotion, des sentiments, cette idée de nouveaux critères, conquête de pouvoir, fraternité, qualité de vie, temps, horizon, ces idées d'interconnectivité de tout, oui, le climat est lié à la santé, le climat mondial, c'est lié à la question d'une seule santé pour la planète, c'est lié à d'autres choses, mais tout ça, c'est le monde qui est en train de surgir. Et ce que nous avons voulu, en déclinant de nouveaux thèmes, c'est de faire une laïcité dans son rapport au monde, pas hors sol, pas stratosphérique, pas uniquement à base de principes, mais gardant les principes, quelque chose qui pénètre dans les réalités de la vie et les réalités de chacun. Alors, ça m'amène au dernier point que je voulais soulever avec vous. Et ce point concerne l'apport extraordinaire que la libération de la parole des femmes ont apporté au mouvement. Alors, bien entendu, vous avez tous en tête MeToo qui a célébré, MeToo qui est une véritable révolution dont je n'ai pas envie de discuter ici parce qu'elle a ses côtés sombres, mais elle a ses côtés très, très importants, très, très lumineux pour les femmes. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aujourd'hui tout un courant de femmes qui sont des femmes philosophes et qui ont fondé une sorte de mouvement ou d'école informelle parce qu'elles veulent aujourd'hui refonder les Lumières. Et elles s'appellent les Nouvelles Lumières radicales entre elles. Alors, quelle est leur pensée première? Mais leur pensée première, c'est de défendre ce qui est critiqué aujourd'hui tout le temps, c'est-à-dire l'humanisme universel. Et l'humanisme universel, il est critiqué par tous ceux qui ne comprennent pas sans doute la laïcité ou par ceux qui peut-être la comprennent trop bien, mais je n'ai entendu durant ces 2 dernières années que partout, sur les réseaux sociaux, dans les lettres qu'on envoyait, dans certains articles, etc., que l'humanisme universel était complètement périmé, qu'il était impérialiste, sexiste, raciste, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on avait 2 oublis majeurs, les femmes et les Noirs, et spécialement les Noirs esclaves. Et que ce n'est que très lentement que le combat des femmes a été un peu parallèle au combat des Noirs pour leurs droits civiques et pour exister dans la société. Ça n'en fait pas pour autant, puisque quelque chose, un humanisme universel qui serait impérialiste, mais c'est un slogan, c'est devenu un slogan chez ceux qui le rejettent. Et justement, ce mouvement des femmes philosophes que je parlais, et il y en a des dizaines, elles
tournent toutes autour de la même argumentation. C'est de dire, tout le monde critique, et nous critiquons l'humanisme universel du passé, tel qu'il a été conçu, et nous voulons non pas supprimer l'universalisme, mais vous en proposer un autre. Alors, je vais vous passer tous les détails de ça, mais ça tourne autour de l'idée, nous ne voulons pas d'un principe qui nous tombe sur la tête, et nous ne voulons pas de la seule raison pour nous guider, nous pensons que la raison est inséparable de l'émotion. Ça, c'est l'argument. La raison doit s'accompagner de l'émotion, du sentiment, etc., pour permettre notre partage avec les autres. Et je vous lis ce que Marina Garcés, qui est une des pionnières de ce mouvement, mais il y en a bien d'autres, nous dit de ce fameux universalisme. Elle dit « c'est notre capacité à partager les expériences fondamentales de la vie, comme la mort, l'amour, l'engagement, le sens de la dignité et de la justice, l'attention, le care, le soin, etc. Quel chemin s'offre à nous désormais pour explorer ces proximités et élaborer un sens de l'expérience humaine sans projection d'un modèle sur un autre, d'un modèle de culture, d'un modèle de société, etc. Nous devons coexister avec des modèles qui peuvent être différents, mais qui partagent le même sens de la vie. » Et elle dit, plutôt que d'être rejeté, l'humanisme et l'héritage culturel européen dans son ensemble devraient être remis à leur place, c'est-à-dire un point parmi d'autres du destin commun de l'humanité. Alors, ce que dit Garcés, des dizaines d'autres écrivains, elle est de Barcelone, c'est une Espagnole, mais il y en a bien d'autres. Je pense à Corinne Pélenchon, je pense même jusqu'à un certain point à Cynthia Fleury, je pense à des tas d'autres, mais c'est chaque fois cette idée de on va repenser cette idée d'universalisme pour le rendre acceptable à tous. Alors, je ne vais pas évidemment vous proposer une autre version de l'universalisme aujourd'hui. Je voudrais simplement vous dire que le prolongement des débats, quand on voit apparaître des notions comme dignité, comme écoute, etc., doit être repensé aussi dans les définitions de l'universel, que certains l'ont fait, et ça sera un très beau sujet de réflexion, en tout cas, pour la suite. Donc il n'y a pas seulement des actions à faire, il n'y a pas seulement des thèmes à faire, mais il y a des réflexions à mener et je vous y inviterai avec le plus grand plaisir. Je voudrais finir avec ceci. Parmi les droits des femmes, je voudrais rendre vraiment un hommage tout particulier aux femmes iraniennes aujourd'hui qui se sont battues comme des lionnes. Il semble que Téhéran soit en feu ce soir, que la situation se soit aggravée. Je pense aussi aux femmes afghanes qui se sont battues, pas seulement contre le port du voile, mais pour l'enseignement, pour la liberté, pour la démocratie dans leur pays, et qui l'ont payé absolument très cher. Mais je pense que ça ne va pas faire fléchir le mouvement des femmes. Et je voudrais citer, c'est la dernière citation que je vais vous infliger, mais il y a des tellement belles choses qui sont écrites que même si on ne le comprend pas tout à fait, si la ligne de l'impro est là, je vous défends de faire un papier là-dessus. Je vous cite Wassila Tamzali. Wassila Tamzali, femme algérienne, écrivaine, qui vient d'écrire un livre avec Michel Perrault, donc une icône du féminisme français. Michel Perrault et Wassila ont écrit « La tristesse est un mur entre deux jardins » où elles parlent de la libération de la femme et elles disent « Dans ma jeunesse, les femmes disaient aux hommes « Il faut nous donner la liberté, car vous avez besoin de nous. On a fait la guerre, libéré le pays, élevé les enfants. Si vous voulez développer le pays, il faut nous reconnaître comme égales. » Ce qu'évidemment les hommes n'ont pas fait. Les femmes d'aujourd'hui, dit Wassila, sont radicales et elles affirment « On est libre, que cela vous plaise ou pas,
nous étions dans la plaidoirie du Vassila, elles sont dans l'énonciation et la déclaration, et ça, c'est un pas fondamental. Et c'était un pas fondamental dans la libération des femmes, de dire les droits, on les prend, on est libre, que vous veuillez nous donner la liberté ou pas. C'est ce que font aujourd'hui les femmes iraniennes, c'est ce que feront d'ailleurs toutes les femmes dans le monde, et de ce côté-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la parole et dans la pensée des femmes. On ne l'a pas pris, mais vous savez bien que l'égalité homme-femme, et Sylvie est là pour en témoigner, est un des thèmes que nous comptons développer, et ça fait partie effectivement de ce mouvement d'espoir qui caractérise en tout cas la Convention d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Et vous voyez que je termine non pas sur une conclusion, mais en ouvrant encore des possibilités de travailler ensemble et de se battre ensemble dans les années à venir. Merci en tout cas d'avoir fait de cette convention un moment vraiment important dans la vie de ce mouvement.